Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le nucléaire est-il encore contestable en France, incontournable? Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, Daniel Salmon, sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine, Cédric Philibert, chercheur associé Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Je vous donne la parole tout de suite, Valérie Faudon. Incontournable, le nucléaire aujourd'hui? Absolument, parce que pour deux raisons. D'abord parce que c'est une électricité bas carbone, c'est-à-dire qu'elle émet très peu de gaz à effet de serre, au même niveau à peu près que les renouvelables, et on doit éliminer les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, qui constituent encore 60% de notre consommation énergétique, que ce soit dans les voitures pour le pétrole ou le gaz dans les bâtiments et dans l'industrie. Donc on doit en fait utiliser notre mix électrique constitué de nucléaire et de renouvelables pour éliminer notre consommation de pétrole et de gaz. Donc développer et le nucléaire et les renouvelables, c'est votre position. Développer le nucléaire et les renouvelables, je me tourne vers vous, Daniel Salmon. D'abord, le nucléaire n'est pas incontournable. On a droit à un débat démocratique sur ce sujet, même si la démocratie ne rime pas toujours avec le nucléaire. Et je vois mon voisin d'en face qui a les scénarios de RTE. Oui. Dans ces scénarios de RTE, il y a des scénarios sans nouveau nucléaire, totalement crédibles. Le président du directoire, M. Piechazzik, l'a redit plusieurs fois. Nous sommes aujourd'hui là devant des choix de société. Le nucléaire est loin d'être incontournable. Effectivement, vu le retard... Il est indispensable aujourd'hui, tout de même. Vu le retard que nous avons pris sur l'efficacité, sur la sobriété et sur le développement des renouvelables, nous allons devoir composer encore quelques décennies avec le nucléaire existant, très clairement. Mais se relancer dans du nouveau nucléaire, à un moment où, vous le savez pertinemment, la stabilité au niveau planétaire ne va pas être au rendez-vous dans les années à venir. Là, il ne faudra pas être surpris non plus, parce qu'on le sait, on aura des grosses turbulences géopolitiques, avec de nombreuses migrations, avec des nationalismes et des populismes qui remontent partout. On aura également des grosses turbulences au niveau du climat, avec des aléas climatiques de plus en plus forts. Revenons tout simplement en 2019. 2019, qui avait vu venir le Covid? Personne. Qui avait vu venir la guerre en Ukraine de cette ampleur-là? Personne. Et même le président était surpris qu'il y ait des aléas climatiques en 2022. Qui peut dire ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? Et c'est justement prévenir. Exactement. Eh bien non, puisque on va avoir des réacteurs... C'est prévenir parce que le renouvelable, c'est l'aléa climatique, non? Non, le renouvelable a techniquement une fiabilité bien supérieure au nucléaire. Tiens, regardez, vous parlez du nucléaire, regardez cet été et cet hiver. Nous sommes en détresse au niveau énergétique parce que le nucléaire n'est plus en détresse au niveau énergétique. On ne l'est plus, puisqu'aujourd'hui nous revendons, nous exportons grâce un peu à l'éolien. Grâce à l'éolien, 43 réacteurs on est à 20%. 56 sont en marche. Alors, je me tourne vers vous, Cédric Philibert. Est-ce que c'est indispensable et incontournable? Personnellement, je ne pense pas que ce soit indispensable et incontournable. Je comprends que le soutien politique est extrêmement fort et que, quoi que je puisse dire ce matin à votre micro, et je vous remercie, la décision en fait est prise de commencer à construire ces centrales. La décision est prise, Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on n'oublie pas que dans les scénarios les plus optimistes en matière de nucléaire, il nous faut multiplier quand même le photovoltaïque par 7 et l'éolien terrestre par 2,5 dans les scénarios de RTE à 2050, plus développer l'éolien maritime et que nous n'en prenons pas le chemin malheureusement et qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Si tout marche bien et qu'il n'est pas du tout garanti que tout marche bien. On voit l'exemple de l'EPR de Flamanville, 12 ans de retard, une multiplication du budget par 5 ou 6. Voilà, on n'est pas du tout garanti et surtout on n'a rien de toute façon dans les 15 ans qui viennent. Alors on va prolonger notre nucléaire tant que l'autorité de sûreté nucléaire nous le permettra, on va prolonger, très bien. Mais si on veut plus d'électricité décarbonée pour décarboner tout le reste de l'économie, électrifier les bâtiments, l'industrie et les transports, il nous faut développer des renouvelables
et très rapidement. Et est-ce qu'il ne faut pas développer et le renouvelable et le nucléaire pour assurer une autonomie totale, enfin, moi, une indépendance totale. Alors, enfin, moi, je ne vois pas pourquoi est-on absolument anti-nucléaire comme on est anti-charbon ou anti-pétrole, pourquoi alors que la possibilité de mixer les deux serait peut-être la meilleure des solutions. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je pose la question. Le problème du climat, c'est le charbon et le gaz, enfin, sont les énergies fossiles et carbonées. Et monsieur, le problème de la guerre en Ukraine, c'est aussi les énergies fossiles, puisqu'on s'est rendu compte que toute l'Europe était extrêmement dépendante au gaz. Donc le nucléaire, on est rentré dans le nucléaire dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine guerre du Kippour, où on a été face aussi à un quadruplement du prix du pétrole. Et à cette époque, on faisait de l'électricité en France avec du pétrole. Alors comment bannir l'énergie fossile? Puisque là, vous êtes sur ce terrain-là, vous êtes tous d'accord. Il faut bannir l'énergie fossile. Oui. Comment bannir l'énergie fossile sans nucléaire et sans renouvelable? Impossible? Alors, si je peux me permettre, depuis les années 70, les conditions économiques ont quand même profondément changé. Oui. C'est-à-dire le nucléaire nouveau est 2 à 3 fois plus cher que celui qu'on a construit dans les années 70. Et le coût des renouvelables, lui, s'est effondré. Mais encore de 10 fois dans les 12 dernières années pour le photovoltaïque, de 3 fois pour l'éolien. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes conditions économiques. Alors, oui, techniquement, on peut faire les deux, mais on peut aussi bien ne faire que des renouvelables. Mais je comprends je comprends qu'il y a une certaine inquiétude à cet égard. Les gens ne sont pas habitués à cette idée. Ça, je le comprends parfaitement. Oui. Mais techniquement, c'est possible de ne faire que du renouvelable, et c'est ce que prouve l'étude de RTE. Il faudrait combien de temps pour ne plus être dépendant ni du fossile ni du nucléaire? Ça va plutôt plus vite avec les renouvelables qui se construisent en 1 an pour les grandes centrales solaires au sol, 2 ans pour les éoliennes. Ça va plus vite avec les renouvelables qu'avec le nucléaire. Les conditions administratives sont réunies, parce que vous connaissez les oppositions. Je sais bien qu'il y a un texte de loi qui vient d'être voté. Pourquoi nous, écologistes, sommes contre ce nouveau nucléaire? Tout simplement parce que le nucléaire, aujourd'hui, est très coûteux. On avance des chiffres complètement... 51 milliards pour ces 6 EPR nouvelle génération. Écoutez, ce sont les chiffres d'EDF, on les connaît, les chiffres d'EDF. Ils ont été audités 2 fois par le gouvernement. Oui, audités, mais on avait fait la même chose pour l'EPR de Flamanville. Et c'était un fiasco. C'est pas la même génération. Oui, on est obligé... On apprend de ces erreurs. On est obligé de tout refaire. On va avoir là une nouvelle tête de série. On a des taux d'apprentissage, pour être technique, de 31% qui n'ont jamais été atteints. On va aller sur les mêmes choses, on va avoir les mêmes errances que pour l'EPR de Flamanville. Et aujourd'hui, EDF est endetté de 40 milliards. On va devoir faire le carénage aux alentours entre 50 et 100 milliards. On va devoir faire le démantèlement. On va dire, il y a 300 millions de prévisionnés par centrale. Il va falloir 1 milliard par centrale. Il va falloir aussi gérer tous les déchets. La filière nucléaire est polluante et dangereuse de A à Z. Et face à ces murs d'investissement, on ne va pas pouvoir à la fois, à moins que vous me dites qu'il y a l'argent magique, faire à la fois efficacité. Il nous faut aller dans des plans de rénovation massifs. Développer les renouvelables et faire le nucléaire. Non. Il y a un moment, il y a des choix à faire dans notre société. Vous pensez qu'on ne peut pas faire les deux? Très clairement, parce que c'est un mur financier, le nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on a très bien fait dans les années 70 et qu'il faut qu'on refasse? C'est qu'on a fait un vrai programme industriel. On a lancé un programme, au bout du compte, on en a construit 56. Il y avait 58 à l'époque. Il y avait des années où on en mettait 8 en ligne. Aujourd'hui, il y en a qui ont cette capacité industrielle, c'est les Chinois. C'est pour ça que l'idée, c'est de lancer un programme de 6, pas de lancer un réacteur isolé. On construit pas pendant 15 ans, puis tout d'un coup, on en fait un, puis on reconstruit pas. Oui. Il s'agit de mettre en place vraiment une organisation industrielle et s'engager sur 6. Ça permet à tout le monde d'investir dans ces usines. Vous savez, il y a 3000 sociétés, 3000 entreprises dans la filière nucléaire. C'est la 3e filière industrielle française. Donc, ça permet aux entreprises d'embaucher, de former, de s'organiser, d'investir sur leur outil industriel, 10 000 par an. Et c'est ce que font très bien les Chinois. Donc, il y a aucune fatalité. Si on s'organise bien industriellement, la France est tout à fait capable d'un grand pays industriel. Taishan ne fonctionne pas très bien. Alors, Taishan fonctionne depuis 2018. Les
réacteurs de Taishan aujourd'hui fonctionnent à pleine puissance et c'est les 2 réacteurs qui produisent le plus d'électricité dans le monde. Et ce qui est très intéressant, parce que ça on n'en a pas parlé, mais c'est absolument crucial, c'est que les 2 réacteurs de Taishan, ils alimentent la zone industrielle de Schengen. Parce que pour se réindustrialiser, et ça c'est un autre point extrêmement important, il faut que la France rapatrie ses usines qui sont parties depuis 20 ans à l'autre bout du monde et que ces usines reviennent en France. Mais pour les faire tourner, et pour les faire tourner de manière propre, on n'utilisera pas du charbon comme pour les Chinois. On aura de l'électricité. Le nucléaire. Il y a un savoir-faire français. Il y a un savoir-faire français. PWR, effectivement. Chaque fois que les Français ont vraiment mis leur touche, ça n'a pas toujours été un succès. Aujourd'hui, 100% de notre uranium est importé, rappelons-le quand même. On avait eu 200 mines en France pour extraire de l'uranium, elles sont toutes fermées depuis 20 ans. Ces 200 mines avaient produit 10 ans à peu près de notre consommation. Nous importons tout en origine générale du Kazakhstan, vous voyez, le Niger, des régimes, oui, mais moins, des régimes autoritaires, ou des grands pays où la pollution... Dans le renouvelable aussi, nous importons beaucoup. Hein. Pas le combustible. Le vent et le solaire. Oui, mais une fois que c'est en place, Mais c'est pas du tout la même dépendance. Il y a du minerai. Et puis, l'éolien, c'est fondamentalement européen. C'est essentiellement des Européens, et les Européens exportent dans le monde entier, y compris en Chine. On a vendu des Haliade en Chine et aux États-Unis. Alors il y a les panneaux solaires qui coûtent très peu cher parce qu'il vient de Chine massivement. Il est produit en Chine de façon massive. Il coûte très peu cher, mais c'est qu'une petite partie du coût d'une centrale solaire et encore moins du solaire sur les toits. L'essentiel du travail se fait ici et il se fait en plus avec des machines-outils européennes. Il y a un point qui est quand même très important, juste pour vous donner des ordres de grandeur, c'est que donc le gaz et le pétrole en 2022, ça va représenter à peu près 100 milliards d'euros d'importation. Oui. L'uranium, ça représente moins d'1 milliard d'euros. Voilà, c'est pour vous mettre un petit peu les choses en perspective. L'uranium, c'est une partie extrêmement faible du coût de production du nucléaire. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'on fasse du nucléaire ou des renouvelables. Pour construire les installations, il faut des minerais, il faut de l'acier, il faut du cuivre, etc. Et on n'a pas de mine en France. Je veux dire, quand on construit quelque chose en France, on va chercher les mines ailleurs. Et donc, il y a des mines partout dans le monde. Quoi qu'il arrive, on aura besoin d'importer. Sauf que lorsque l'on déconstruit une éolienne, on récupère 95% des matériaux et que ce ne sont pas des matériaux radioactifs. La radioactivité, le démantèlement va nous coûter une fortune, je le rappelle. Alors, ce sont des déchets qu'on accumule. Est-ce que la population aujourd'hui préfère voir construire une centrale nucléaire ou des éoliennes? Je vous dis ça parce que... Non, je pose la question. D'ailleurs, je vais poser la question aux auditeurs 0826 300 300. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Allez-y, intervenez. Je vous dis ça parce que dans les 2 cas, il y a un recul de la population. L'opposition aux éoliennes a été surenflammée par des professionnels de la désinformation. C'est une partie seulement du lobby nucléaire qui ne supporte aucune espèce... Vous sentez pas... J'ai dit une partie... C'est surtout très politique, non? C'est surtout très politique. C'est très politique. Il y a une partie de la population, il y a une adhésion politique incroyable au nucléaire. Mais il n'y a pas toujours une adhésion de la population. Oui, mais c'est pas le vrai problème. Non, c'est pas le vrai. Comment c'est pas le vrai problème? C'est un problème. Non, mais cette opinion publique est abreuvée d'une désinformation massive sur l'éolien et maintenant sur le solaire également. Et c'est ça qui est tragique, parce que on va construire ces centrales. Peut-être ce sera un succès. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que on essaye de construire des centrales qui sont 10 fois plus sûres que les centrales qu'on a construites dans les années 70. Parce que plus petites. Non, plus grosses. Parce que les nucléaires, c'est 1650. Il y a quand même eu 3 accidents nucléaires. Mais avec l'expérience, encore une fois, de Flamanville. Oui, mais cette expérience, les mêmes erreurs ne seront pas refaites. Il n'y a pas que Flamanville. Les réacteurs qu'on va construire, ça sera les 7e et les 8e EPR dans le monde, puisqu'il y a les 2 Chinois qui fonctionnent. Ah oui, il y a les 2 Chinois. Il y a la Finlande. qui fonctionne. Et il y aura les 2 Anglais aussi qui seront déjà construits. On a complètement revisité l'EPR. L'EPR 1, entre l'EPR 1 et l'EPR 2, ce ne sont plus du tout les mêmes réacteurs, puisqu'on avait 2 enceintes de confinement pour l'EPR de Flamanville, on n'en a plus qu'une. On avait 4 circuits de refroidissement, on n'en a plus que 3. Exactement. Voilà. Et même le radier qui est
censé récupérer le corium, c'est-à-dire s'il y a un accident majeur, il est plus du tout le même sur le PR2. Oui, mais c'est normal qu'on évolue, non? Et oui, on évolue, mais ça veut dire que c'est une tête de série. Ça veut dire que ça va être aussi source de questionnement, et j'espère que les études détaillées, on les aura, parce que là, le PR de Flamanville, on a fait les plans sur le chantier, à vrai dire. Là, c'est pareil. On a il y a encore 20 millions d'heures d'ingénierie à faire pour le PR2, et accélérer, c'est pas forcément le meilleur moyen d'arriver au bout. Accélérer peut faire prendre du retard parce qu'il faudra refaire des choses qu'on aura faites. Un argument aussi qui plaide sur les énergies renouvelables. Il y a les rapports du GIEC qui tombent régulièrement, qui nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent il faut agir massivement et rapidement. Pas dans 20 ans. On nous dit qu'il faut agir dans les 3 ans ou 10 années à venir. Et le nucléaire s'inscrit dans un temps long et arrivera en gros après la bataille. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un forcing, parce que il y a un effet de ciseau. Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus performantes, de moins en moins coûteuses. Le nucléaire devient de plus en plus coûteux. Très clairement, il s'est pratiquement installé zéro nucléaire dans ces dernières années au niveau mondial, alors qu'on a installé 200 gigawatts de puissance renouvelable. L'Inde installe du nucléaire parce qu'ils ont du charbon, donc ils veulent se débarrasser du charbon. Le nucléaire, je pense, a très peur du renouvelable, qui va lui prendre sa place. Mais dans tous les cas, on peut pas se passer de nucléaire. Regardez l'Allemagne. Absolument. Ah bah l'Allemagne. Attendez, on va parler de l'Allemagne. On va y revenir. 11h28. À tout de suite. Je fais un peu de provocation volontairement. On va en parler. À tout de suite pour la suite de notre débat. Si vous voulez intervenir, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Valérie Faudon est notre invitée, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Daniel Salmon, sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine. Cédric Philibert, chercheur associé, Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Alors, je posais la question de l'Allemagne qui a abandonné son nucléaire, qui a rouvert des mines de charbon. On voit ce que ça a donné. Non, pas rouvert. Non, ils exploitent. Il ne faut pas tout confondre. Il y a ce qui se passe depuis un an, depuis en gros la guerre en Ukraine, où il y a une petite remontée du charbon, et ce qui se passe depuis 10 ans. Ce qui se passe depuis 10 ans, c'est que l'Allemagne a réduit de 35% l'utilisation de son charbon pour la production d'électricité. 35%. Voilà. Et moi, je lis tous les jours dans les journaux de prétendus experts ou de prétendus journalistes qui nous disent, à cause, pardon, excusez-moi, mais tout le monde répète, tout le monde répète ça. L'Allemagne rouvre ses centrales à charbon à cause des renouvelables. Je ne dis pas ouvre. Je dis que l'Allemagne est obligée aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis un an. Parce qu'elle a plus de gaz. Parce qu'elle a plus de gaz. Et parce qu'elle n'a pas assez d'éoliennes et de solaire. C'est parce qu'elle n'a pas assez d'éoliennes et solaires, alors qu'elle est en avance sur nous. Et c'est pas parce qu'elle a d'éoliennes et c'est parce qu'elle a abandonné le nucléaire, pardon. Oui, alors on peut dire, je suis d'accord avec vous, on peut dire qu'elle aurait pu sortir plus vite des fossiles si elle n'était pas en même temps sortie du nucléaire. Je suis d'accord avec vous. C'est son choix souverain. Des écologistes. C'est son choix souverain. On a même vu des écologistes s'opposer. En Allemagne, vous avez les écologistes qui disent qu'ils sont contre le charbon, et puis les écologistes qui sont contre le nucléaire. Mais clairement. Mais je soutiens parfaitement cela. Tout simplement, nous sommes devant des choix de société, et ce que nous mettons en priorité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, efficacité, sobriété. Sauf qu'on n'est pas allé assez vite dans ces domaines-là. Mais enfin, en Allemagne, pardon, mais les Verts participent au gouvernement allemand. Oui, ils participent, mais ils étaient contre justement ce grignotage de 5 villages, très clairement. Il y a un moment, effectivement, il y a des choix à faire, et les Allemands, comme le disait mon voisin, les Allemands sortent à la fois des fossiles et du nucléaire. Et dire le contraire est faux et mensonger. Alors, ils ont quand même construit 2 pipelines de gaz, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc, quand on veut sortir du fossile, on ne construit pas des nouveaux pipelines. Ça, c'est vrai. Et là, ils ont annoncé, leur gestionnaire de réseau a annoncé qu'il fallait construire 20 gigawatts de nouvelles centrales à gaz, donc doubler le parc de centrales à gaz d'ici 2030. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont besoin de sources de production pilotables. Ils ont investi énormément dans l'éolien et le solaire. Alors qu'ils sont bien en avance sur ils vont construire du gaz parce qu'ils n'ont pas ce socle pilotable. Alors, ils vont continuer d'investir dans l'éolien et dans le solaire. Ils vont avoir effectivement beaucoup d'énergie qui sont variables. Donc, ils vont avoir des centrales à gaz qui vont servir d'appoint pendant quelques dizaines ou centaines d'heures par an. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la réalité. Or, les émissions, elles sont liées aux heures de fonctionnement du fossile et pas à la construction de centrales. Oui, et s'ils avaient gardé leur nucléaire ?
Oui, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés Mais de c'est leur construire choix. des centrales à Mais gaz. c'est leur choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, C'est leur choix. Bah Non, mais je non, vous c'est dis- notre choix à nous, parce que quand ils émettent du nous- CO2, non, c'est non, pour tout le non, monde. non, hein. nous, Ouais, c'est- non, non, et nous, quand on aura un on choisit accident pour nous. majeur, ça sera l'affaire européenne. Et Parce oui. que ça, il ne faut pas l'oublier. L'accident majeur n'est pas à exclure. C'est le président de la SN, l'équivalent de la SN aux États-Unis, qui dit l'accident nucléaire majeur est inéluctable. Et il ne faudra pas dire demain, nous ne savions pas. Si on le sait clairement, c'est une question de responsabilité. Le nucléaire est un malade chronique parce qu'il fait de la pollution tout au long de sa filière, de l'extraction d'uranium jusqu'aux déchets. Et en plus d'être un malade Non. chronique, c'est un malade qui peut exploser, je vais dire, à tout moment. Alors, C'est une question de probabilité, mais les probabilités, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, je vais vous répondre, monsieur, parce que du coup, on a gardé ces centrales à charbon, on en a encore plein en Europe, et les centrales à charbon, elles tuent pas quand il y a un accident, Le lignite. elles tuent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elles émettent des particules fines qui sont des fléaux au niveau de la pollution de l'air. Il y a des accidents miniers tout le temps, il y en a encore eu un cet été en Turquie avec 50 personnes qui ont Alors, je sais décédé. pas si- Donc, alors, c'est absolument incroyable de dire, parce qu'il y a un risque de probabilité extrêmement faible, parce que ça, c'est aussi ce que dit évidemment l'autorité de sûreté française, d'avoir un accident nucléaire. Du coup, on décide de garder une énergie qui tue tout le temps, voilà, Alors, je sais en pas si vous fonctionnement avez- normal. vous Parce avez- qu'il y a des études vraiment très fortes, par exemple de WWF, Le charbon tue. avec le nombre de décès liés en Oui. Europe au charbon, que ce soit en Pologne, puisque vous savez que la Pologne utilise à plus de 90% du charbon, mais aussi les centrales allemandes. Les centrales allemandes, elles nous envoient les particules Écoutez, fines en France. Qu'on soit tous les clair, jours. je ne défends pas le charbon, je ne défends pas les morts d'aujourd'hui en les opposant aux morts de demain, parce que le nucléaire, écoutez, c'est quand même pour quelques millénaires qu'on l'a. Donc on comptera les C'est morts sûr que à la le CO2, c'est maintenant. on comptera les morts à la fin. Donc je pense le modèle allemand, ce n'est pas forcément mon modèle. Mais- Vous avez bien Ah vu oui, l'Allemagne, l'industrie allemande reste très performante parce qu'elle construit beaucoup. Elle a besoin de beaucoup d'énergie, à la différence de l'industrie française qui s'est carrément effondrée. Effectivement, on est en train de comparer deux pays qui n'ont pas du tout les mêmes secteurs Oui, mais- d'activité. Martial, Je rappelle que. nous allons prendre Martial, un auditeur qui est à Marseille, Oui. dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Martial. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, moi j'ai 40 ans, donc je suis la génération les enfants des années 80. On est extrêmement sensible au discours écologiste. Mais par contre, c'est vrai quand j'entends la discussion autour du plateau et puis on fait des recherches de notre côté, il y a ce projet Astrid qui a été complètement annulé. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus, ce que je considère comme extrêmement grave. Moi, je suis pour le nucléaire dans le sens où je pense que si on fait confiance à la science, elle peut nous amener à trouver les solutions. Et donc le nucléaire peut devenir beaucoup plus fiable qu'il ne l'est actuellement. Il faut juste lui donner les moyens. Et quand j'entends la politique la politique d'énergie de l'Allemagne, elle est absolument pas calquée. On peut le voir, le constater maintenant. Ils ont abandonné le nucléaire, ils vont en payer les frais. L'indépendance d'un pays, c'est son indépendance énergétique. Donc voilà, qu'en est-il de ce projet Astrid? J'aimerais bien que quelqu'un sur le plateau puisse s'exprimer là-dessus. Valérie Faudon va vous répondre. Alors Je vous écoute. en effet, monsieur, donc le projet Astrid, c'est un projet de réacteur avancé, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas comme le parc actuel, voilà, et qui est en particulier extrêmement économe en combustible, puisqu'en fait, si on avait, imaginons qu'on ait un parc d'Astrid à la place de nos parcs de centrales nucléaires actuelles, on n'aurait plus besoin d'apporter d'uranium, justement. On a suffisamment de matière à recycler sur notre sol aujourd'hui en stock pour pouvoir opérer sans avoir d'apporter de la matière. Voilà. Mais il y a plein d'autres technologies aussi. Mais pourquoi est-ce que ça a Actuellement, il y a été une abandonné, vraie- ce projet? Alors, il y a une vraie réflexion qui a été menée pour faire la différence entre les programmes de construction, d'industrialisation, et là-dessus, c'est vraiment l'EPR qui est à maturité, puisqu'on, comme je vous l'ai dit, on sera au 7e et 8e, donc on a les usines pour pouvoir faire son combustible, etc., et les technologies avancées. Et là, il y a un nouveau programme qui a un appel à projet du gouvernement dans le cadre de France 2030, où va y avoir une dizaine de nouveaux projets financés. Donc, il y a la technologie Astrid, qui est un réacteur rapide au sodium, mais il y a aussi des réacteurs à sel fondu, il y a des réacteurs de fusion nucléaire, il y en a par exemple une boîte à Grenoble qui s'appelle Renaissance Fusion qui va lancer un projet. Donc en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 50 sociétés qui se sont créées sur des réacteurs innovants, il y en a 10 reçus de l'aide de Est-ce que c'est l'État l'avenir fédéral. ou pas, le nucléaire? Tout ça arrivera trop tard Cédric vis-à-vis Philibert. du changement climatique. Ça, c'est la certitude qu'on a. Il faut arriver à 0 émission nette en 2050. On a un certain nombre de moyens pour y arriver. La sobriété, l'efficacité énergétique sont des compléments utiles, mais on ne va pas non plus
faire disparaître l'économie, pour faire disparaître les émissions. Donc, c'est un complément. On a du nucléaire existant ou du nucléaire qu'on sait plus ou moins faire aujourd'hui, mais encore une fois, on n'a pas démontré pour l'instant qu'on savait construire du nucléaire dans les temps et dans les délais et dans les budgets prévus qui soient effectivement 10 fois plus sûrs que la génération d'avance, qu'on veut faire parce qu'il y a eu 3 accidents nucléaires depuis, et donc on veut améliorer la sûreté nucléaire, donc c'est pas prouvé. Et puis on a des renouvelables dont le prix s'est effondré. Voilà. Dont le prix s'est totalement effondré. Est-ce qu'on peut fermer le nucléaire? Non, on n'est pas en capacité. Non, fermer l'existant, sûrement pas. On ne peut pas. Par contre, vous voyez, là, quand on est sur ce nouveau nucléaire, on est dans le pari technologique. C'est le dernier scénario de RTE. C'est un pari. Parce que ces réacteurs qui sont censés nous apporter une énergie bon marché et mais la abondante... science, c'est toujours un pari, non? Non, mais il y a des paris très risqués. Mais celui-là est un pari très risqué. Est-ce que on parle des SMR aujourd'hui? Oui. Alors là, volte-face. Pendant très longtemps, chacun des réacteurs en France, on a cherché des économies d'échelle. On est passé des 50 MWh aux 900, puis aux 1300 et 1450. Et l'EPR est à 1650. Et tout d'un coup, on nous dit, ah ben non, revirement, on va en faire des petits. Mais pourquoi on a fait des gros? Parce que on voulait essayer d'avoir une énergie moins chère. Les petits vont nous amener sur des coûts au mégawattheure complètement démentiels, sans parler de la prolifération nucléaire qu'on va avoir avec tous ces petits SMR qui vont être partout. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans un monde sécure où on peut se permettre de mettre des... Non, je parle des SMR. Je parle pas des EPR. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on a arrêté Astrid? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Superphénix? Parce que l'EPR de Flamanville, c'est pas le premier fiasco. Il y a eu un fiasco avant, c'était le Superphénix, qui a coûté des milliards et qui a fonctionné, en gros, je crois que c'est 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, on a un gâchis monumental d'argent public dans le nucléaire. Et je vous le dis, effectivement, on en parlait tout à l'heure en aparté. C'est le public qui paye tout ça, c'est le contribuable. Jamais aucune industrie privée n'irait dans le nucléaire. Oui, mais alors, on est à front renversé, on en parlait tout à l'heure. Tiens, je vais prendre Jean-Luc. On va prendre Jean-Luc. Merci, Martial. Jean-Luc, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Alors, que dites-vous à vos invités? Vous êtes ingénieur, vous, Jean-Luc. Je suis ingénieur. J'ai travaillé dans les énergies renouvelables, dans différentes énergies. Oui. Il y a une chose que j'ai pas entendue dans cette émission, c'est que l'énergie éolienne est une énergie qui est principalement intermittente et au fonctionnement beaucoup plus aléatoire que l'énergie solaire. On sait que la nuit, il n'y a pas de soleil et le jour, il y en a. Donc, une éolienne terrestre fonctionne produit à peu près 25% du temps et une éolienne maritime produit à peu près 40% du temps. Le reste du temps, quand l'éolienne ne produit pas, pour équilibrer le réseau électrique, et comme on ne peut pas stocker actuellement facilement l'énergie électrique, on est obligé d'avoir une centrale modulable de la même puissance, qui elle va fonctionner... La coupler au nucléaire alors? Coupler l'énergie éolienne au nucléaire. Alors faut... Il paraît que Daniel Salmon dit c'est pas vrai, une éolienne produit plus de 25%. Mais bien entendu, monsieur est ingénieur, il devrait le savoir. Les 25%, c'est simplement... Allez voir les rapports interacadémiques. Non, mais écoutez, les 25% sur une éolienne terrestre, c'est-à-dire on prend la capacité maximum de production sur une éolienne sur 8600 heures dans l'année, et en fin de compte, elle produit l'équivalent de 25% de cette capacité maximale. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'elle ne produit que 25% du temps. Une éolienne produit aux alentours de 60-70% et même plus que ça du temps. Simplement, il y a des moments, elle n'est pas à pleine puissance. Vous avez une éolienne de 2 MW, elle va du produire bien souvent du 500 kW. Non, puis surtout, si je peux me permettre, 1 MW. Si je peux me permettre. L'idée, c'est qu'il faudrait appairer 1 mégawatt de thermique pour 1 mégawatt d'éolien. Oui. C'est pas du tout comme ça que ça marche. D'abord parce qu'on va avoir sur le réseau de l'hydroélectricité, du solaire et de l'éolien. Le solaire et l'éolien sont magistralement complémentaires. Le solaire, c'est le jour et pas la nuit, certes. Ouais. C'est aussi beaucoup l'été et pas l'hiver. Le solaire, c'est plutôt l'inverse. C'est surtout beaucoup l'hiver. Donc, c'est des énergies complémentaires. Quand on aura moins d'éolien, on aura plus de solaire. Quand on aura moins de solaire, on aura plus d'éolien. D'abord et avant tout. Et en fait, quand on calcule, et j'invite votre auditeur à se reporter au rapport de RTE Futur énergétique 2050, quand on calcule non pas la capacité, la capacité en termes de gigawatts, mais la quantité d'énergie qu'il faut
produire avec des centrales thermiques pour équilibrer un système qui est à 100% renouvelable, on trouve que c'est 2,5% du total de l'énergie. Donc c'est rien. Même si c'est que du gaz, ça ne contradit en rien une trajectoire de décarbonation de l'économie tout entière, basée essentiellement sur les renouvelables et l'électrification des usages finaux. Je vous écoute bien, mais il faut quand même reconnaître que les renouvelables ne produisent pas tout le temps. Il y a des moments où elles produisent beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Mais il y a des moments où il y a des jours où il y a très peu de vent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un socle pilotable sur le réseau électrique. Et si on n'a pas ce socle pilotable, et vous parliez du rapport RTE, ce qu'ils disent, c'est qu'on a besoin du coup d'avoir, si on a moins de nucléaire, on a besoin d'avoir plus de stockage ou plus de moyens de flexibilité. Oui. Et ils disent bien que justement, le risque sur les scénarios sans nucléaire, si on ne renouvelle pas le nucléaire, il est de deux ordres. D'abord, il faut beaucoup de renouvelables. Oui. Et vous l'avez dit vous-même, même avec du nucléaire, il faut beaucoup de renouvelables. Donc s'il n'y a pas de nucléaire, il faut encore plus de renouvelables. Oui. Qu'est-ce qu'on est capable de déployer à ces rythmes-là, qui sont plus élevés que les rythmes allemands et britanniques. Et enfin, il faut énormément de ces technologies de flexibilité qui n'existent pas aujourd'hui à très grande échelle. Il n'y a pas un grand pays de la taille de 70 millions d'habitants qui, en plus, veut se réindustrialiser. Je vous donne un exemple. Personne n'est arrivé au bout de sa transition. Si je prends le site de Dunkerque, sur le site de Dunkerque, vous avez une usine aluminium Dunkerque qui consomme un réacteur nucléaire à elle toute seule. Et là, le plan de décarbonation de l'usine ArcelorMittal à Dunkerque, qui est l'une des usines qui pollue le plus en France parce qu'il y a des hauts fourneaux au charbon, rien que pour décarboner cette usine, c'est-à-dire pour qu'elle n'émette plus de CO2, il faut de nouveau un réacteur nucléaire. Donc, la semaine dernière, les grands industriels électro-intensifs ont déclaré qu'ils étaient prêts même à investir dans un réacteur nucléaire. Donc je pense qu'il faut reconnaître qu'on a besoin du nucléaire et du renouvelable. Jean-Luc, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vais ajouter quelque chose. Oui, je contredis complètement ce que dit votre invité sur les éoliennes. Moi, j'habite la vallée du Rhône. Les éoliennes fonctionnent très peu de temps. Soit il n'y a pas de vent, soit il y a trop de vent. Et je suis désolé, quand il n'y a pas de vent, l'éolienne produit zéro. Mais dans la vallée du Rhône, il y a souvent du vent. Est-ce qu'il y a des éoliennes qui ne fonctionnent pas quand il y a trop de vent ? C'est exceptionnel parce que, en fin de compte, il faut avoir un vent soutenu à des très grandes vitesses que même en Bretagne, on n'a jamais. Moi, il y a des parcs éoliens à Plélan-le-Grand qui n'ont jamais été arrêtés. Ils sont là depuis 10 ans. Et même au moment des tempêtes, ils ont continué de produire. Il y a un principe surtout qu'il faut avoir en tête, c'est le principe de foisonnement. À partir du moment où en Europe, on a des parcs éoliens nombreux, qu'ils soient terrestres ou qu'ils soient marins, on a toujours le vent qui souffle quelque part en Europe. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand on voit aujourd'hui à quelle vitesse le déploiement se fait en Écosse, sur l'éolien en mer, quand on voit l'Irlande, quand on voit le Royaume-Uni, comment ça se développe, le Danemark, on va avoir des potentiels qui vont être assez gigantesques en éolien marin. Et donc, une capacité à produire pratiquement toute l'année. Mais dites-moi, l'éolien marin, est-il vrai que ça tue des poissons et que ça détruit ? Non, mais je vous dis ça. Mais vous avez entendu ça ? Oui, j'ai entendu ça. Vous, écologiste. Oui. Alors les poissons que ça détruit l'environnement marin. Écoutez, l'éolien marin, ça va faire exactement l'effet réserve et l'effet récif. Les récifs, vous savez que tous les pêcheurs qui vont dans l'océan Indien pour capter du poisson font des récifs artificiels. On sait que dès qu'il y a un récif artificiel, on va avoir une chaîne alimentaire qui va se constituer. Donc, beaucoup plus de poissons. Et en plus, effectivement, dans certains endroits où il y aura des parcs éoliens, la pêche va être un peu plus compliquée. Et les oiseaux ? Les oiseaux, alors là aussi, arrêtons de raconter des bêtises. C'est pas moi qui le dis, c'est... Oui. Mais est-ce que vous savez que les chats en France... Ce sont certains écologistes Les chats en France tuent 20 millions de passereaux. Les voitures, tout le long des routes, c'est jonché d'oiseaux. Oui. Et si on fait les études sur les éoliennes, peut-être que mon voisin connaît mieux les chiffres, mais moi j'ai entendu que c'est entre 1 et 18 oiseaux par an pour une éolienne. Eh bien, écoutez, il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Bien, il est 11h49, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'un des derniers aspects que nous allons aborder, c'est le financement. Alors évidemment, pour le nucléaire, le financement est public. Pour les énergies renouvelables, le financement est privé.
Oui. Si je comprends bien. Massivement aujourd'hui. Massivement Oui, privé. tout à fait. Donc on est à front inversé. C'est-à-dire que le gouvernement défend un financement privé et vous Public, défendez, public. vous à gauche, public, À gauche. et vous à gauche, vous défendez un financement privé. Non, mais alors là, c'est le monde à l'envers. Alors, moi, en tant qu'écologiste, je ne suis pas un fanatique du financement privé. Ce qu'on l'on veut, c'est une réappropriation de l'énergie par les habitants, avec des financements croisés entre les citoyens, les collectivités territoriales, l'État. Mais c'est et privé, le renouvelable. Mais du financement privé également. Il n'y a pas de raison. Oui, fondamentalement. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est pas du privé pour le nucléaire? Parce que les risques de construction et d'inachèvement sont trop importants. Donc le privé ne peut s'investir dans le nucléaire ou elle ne ferait qu'avec des taux exorbitants qui changeraient totalement, qui aggraveraient encore le problème économique du nucléaire. Il faut encourager l'investissement privé dans les renouvelables, bien entendu. Il a été possible, alors par des mécanismes de soutien qui au début ont compris d'une certaine manière une part de subvention, mais en même temps ont protégé les futurs consommateurs d'électricité des variations de prix. Et on le voit aujourd'hui puisque les renouvelables procurent des 30 milliards à peu près sur 2 ans en recettes de l'État par inversion du mécanisme de complément de rémunération. Donc c'est tout à fait une aubaine économique aujourd'hui et il faut en faire beaucoup plus dans les années qui viennent. J'ajouterai une chose quand même, si je peux me permettre. Malheureusement, le financement par le privé est la raison pour laquelle les députés insoumis ont voté contre la loi d'accélération, parce qu'ils ne supportent pas ça. Ils voudraient que ce soit que du solaire sur les toits, financé par la puissance publique. Eh bien, je trouve qu'ils ont tort. Voilà. Juste un mot, tout simplement, pour dire que si on a du privé, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir un pilotage public, un service national des énergies renouvelables public. Ça, on voit bien que la planification aujourd'hui a pêché. Il faut vraiment qu'il y ait un pilote dans l'avion. Si l'administration s'en mêle, on n'est pas au bout de pas. Vous n'allez pas voir se développer du renouvelable. Là, je le dis tout de suite. On peut le faire, ça dépend. Oui. C'est les lenteurs administratives. Eh oui, mais il y a des choix politiques. Il faut avoir le courage politique, simplement. Ça suit derrière. Que dit-on du côté du nucléaire, Valérie Faudon? Alors évidemment, le nucléaire, c'est une infrastructure stratégique, c'est un service public. C'est le service public de l'électricité, EDF. On construit les réacteurs qui vont être construits, les nouveaux, sont construits pour 60 ans. Peut-être qu'ils fonctionnent 80 ans. Donc on est le chantier des 6 EPR, s'il est lancé comme nous on le souhaite, ça sera le plus grand chantier après le chantier du Grand Paris. Voilà. Donc ça va nous engager pour des années et en effet c'est comme construire une voie ferrée. Voilà, c'est vraiment du même ordre. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on est dans un moment très spécial. Je pense que vous avez entendu parler des discussions qu'il y a sur la réglementation, la libéralisation du marché de l'électricité au niveau européen, avec les discussions comme quoi il faut réguler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors beaucoup disent il fonctionne bien à court terme parce qu'il assure les échanges entre les pays, la sécurité d'approvisionnement, les échanges, la solidarité, oui. Mais un point qui est absolument clair, c'est qu'il n'y a plus rien qui se construit actuellement au niveau européen, quelle que soit la technologie, hors d'un cadre de régulation fort, et que ce soit pour les renouvelables et le nucléaire. Et là, on vient d'avoir l'annonce cet été du programme de régulation justement pour les nouveaux réacteurs nucléaires, puisqu'il y a 2 nouveaux EPR en plus des 2 qui sont en construction au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'était les premiers, vous vous rappelez, à avoir libéralisé le marché de l'électricité. Donc maintenant, c'est vraiment une régulation forte. C'est la même régulation économique que les réseaux d'assainissement. Donc on est vraiment dans une infrastructure publique, en effet. C'est un argent public. Bien, merci à tous les 3 d'être venus nous voir ce matin. Je ne sais pas si on a fait évoluer les positions des uns et des autres de nos auditrices et de nos auditeurs, parce que dans tous les cas, nous avons nourri notre réflexion. Merci, 11h56. Je reçois Nicolas Dupont-Aignan juste après les informations de midi. Il lance un référendum d'initiative partagée à propos de la réforme des retraites. Tiens, vous pourriez adhérer à un référendum d'initiative partagée, vous, sénateur écologiste? Mais écoutez, pourquoi pas? Il faut se poser des vraies questions. Là aussi, on est sur des choix, des solidarités entre les générations. Et il faut qu'il y ait un réel débat, plutôt que les choses soient descendantes comme on le voit aujourd'hui. Bien, merci. Il est 11h56.